This computer system is another example of innovation at IBM. In fact, it's the most advanced voice recognition system of its kind, period. Salut à tous, il y a un bon moment de ça, j'avais fait une série de vidéos TikTok dans laquelle j'allais explorer un petit peu le hardware des consoles et j'essayais du coup de trouver un petit peu les équivalences entre ces composants consoles et les composants PC. J'avais pas fait toutes les consoles donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'adapter ce format sur YouTube. Les vidéos YouTube étant des vidéos long format, ça me permettra de prendre mon temps pour développer mon sujet. Et ça c'est plutôt une bonne chose, en plus de ça j'en profiterai pour corriger quelques erreurs que j'avais fait sur TikTok. Et en vrai, j'avais beaucoup aimé découvrir le hardware des consoles. Avant ça, je m'y étais pas vraiment intéressé. Et comme moi, je l'ai été, je pense que vous pourriez être vraiment surpris du hardware que l'on retrouve sur console parce que c'est vraiment intéressant et surtout, ce n'est pas dénué d'innovation. Vous allez voir. Donc, l'équivalence des consoles en composants PC, ce sera juste après la sponsor. Le sponsor de cette vidéo, normalement vous commencez à bien les connaître, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir ou de monter un nouveau PC qui est dépourvu de système d'exploitation, vous n'avez accès qu'au BIOS, alors même si les BIOS sont très sympas de nos jours, c'est quand même plus sympa d'avoir accès à un système d'exploitation pour profiter de sa machine. Dans ce cas-là, la solution c'est Godil24. Vous y trouverez des clés officielles de Windows 10 ou encore Windows 11. Et vous pourrez même profiter d'une réduction de 50% sur les clés Windows avec le code ALD50. Si c'est plutôt le pack Office qui vous intéresse, vous le trouverez aussi avec une réduction un peu plus conséquente avec le code ALD62, vous profiterez de 62% de réduction. Et si jamais vous avez besoin des deux, à savoir Windows et le pack Office, profitez-en parce qu'avec le code ALD62, vous avez aussi 62% de réduction sur le bundle Windows plus Office. Pour procéder, c'est très simple. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez acheter sur le site, par exemple ici une clé de Windows 11, il vous suffit de l'ajouter au panier, d'aller directement voir dans le panier. Dans l'espace prévu à cet effet, vous ajoutez le code pour pouvoir profiter de la réduction, ici ALD50. Vous cliquez sur utiliser le coupon et vous profitez de la réduction. Regardez, je suis passé de 27 € à 13,55 €. Wow. Vous faites continuer le paiement et vous choisissez votre méthode de paiement, par exemple le paiement sécurisé via PayPal. Et de toute manière, si vous avez le moindre doute sur la procédure, eh bien il y a quelques temps j'avais fait une vidéo dédiée pour expliquer comment utiliser le site de Godil24, donc je vous le mets dans la description. Une fois le paiement effectué, Godil vous enverra là où les clés CD dans votre boîte mail. Donc surveillez bien votre boîte mail et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les spams si le mail n'arrive pas. Et si réellement il y a un problème, ce qui peut toujours arriver, Godil24 s'engage à vous rembourser via le service après-vente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci à eux de soutenir la chaîne et merci à vous si vous faites des achats via les liens en description car ça vous permet de soutenir la chaîne indirectement. Dans cette vidéo, je vais parler du hardware des consoles de la décennie 2000, donc de 2000 jusqu'à 2010. En revanche, je ne parlerai pas de la PS2, ni même de la Dreamcast, même si elle est sortie dans les années 90. Elle fait partie de la même génération que la PS2 ou encore la première Xbox. Pourquoi je ne parlerai pas de ces deux consoles? Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence, donc ça serait pas super intéressant. J'aurais pu faire une petite aparté sur la partie graphique de la Dreamcast qui a été développée par PowerVR, mais vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur les consoles que je vais traiter dans cette vidéo. Donc pour éviter de faire une vidéo qui dure 1 heure, j'ai préféré faire l'impasse. Donc forcément, si on élimine ces deux-là, eh bien la première console que je vais traiter, ce sera la toute première Xbox. La raison est simple, c'est qu'il s'agit peut-être de la toute première console qui a d'abord été conçue comme un PC et ensuite comme une console. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si cette vidéo vous plaît, si vraiment ça vous intéresse, eh bien je ferai petit à petit toutes les consoles jusqu'à la génération actuelle. En revanche, je pose directement un disclaimer, je vais parler des équivalences au niveau technique et pas forcément au niveau des performances. Bien évidemment, je vais parler des performances, mais mon but n'est pas de faire la guéguerre entre qui est le plus performant. Est-ce que c'est les consoles? Est-ce que c'est les PC? Est-ce que c'est la PS3? Est-ce que c'est la Xbox? Bref, mon but c'est simplement d'explorer la conception de ces consoles et de voir ce qu'elles ont pioché dans le monde du PC ou parfois même l'inverse, vous allez voir. Donc inutile de faire des commentaires pour commencer à entrer dans la guéguerre des consoles ou du PC. Je me répète, mais c'est absolument pas le but de cette vidéo. Maintenant que j'ai clarifié ça, eh bien on va attaquer avec la première console. Il s'agit de la toute première Xbox sortie en 2001.
On va donc commencer par regarder les caractéristiques techniques du GPU de la Xbox première du nom. Et on va ensuite essayer de trouver finalement quelle carte graphique était équivalente à celui-ci. On avait donc un GPU sous microarchitecture Kelvin, et ça me parle direct, c'est une microarchitecture qui nous vient de Nvidia. Il s'agit de la microarchitecture qu'on retrouvait notamment sur la GeForce 3 Ti. Du coup, pour avoir une équivalence au plus proche, eh bien, il faudra regarder du côté des cartes Nvidia. Ce GPU, il est gravé en 150 nanomètres, il est composé de 57 millions de transistors, le tout cadencé à 233 MHz. Dans ce GPU, en termes d'unités de calcul, on retrouve 4 unités Pixel Shader, 2 unités Vertex Shader, 8 unités de texturing et 4 unités de rendu. Du côté de la mémoire, on retrouve 64 mégas de mémoire DDR sur un bus 128 bits, le tout cadencé à 200 MHz, et vu qu'on a de la mémoire DDR, on a donc 400 mégatransferts par seconde. Le tout pour une bande passante de 6400 gigabits par seconde. Sur le papier, je trouve qu'on a vraiment un GPU qui est solide pour l'année 2001. On va maintenant essayer de trouver son équivalence. Au début, je me suis dit on va regarder du côté de la GeForce 3 Ti 200, mais force est de constater que notamment au niveau de la fréquence du GPU, eh bien on est beaucoup moins cadencé. Je pense donc qu'on a quand même pas mal d'écart de performance en faveur de la Xbox. Je suis donc allé voir sur la GeForce 3 Ti 500 qui est plus haut de gamme, et cette fois-ci on est vraiment très proche de la Xbox. C'est-à-dire qu'on retrouve un GPU en microarchitecture Kelvin, lui aussi gravé en 150 nanomètres, et lui aussi qui est composé de 57 millions de transistors. Au niveau de la fréquence, on est un petit peu plus élevé du côté de la GeForce 3 Ti 500 avec 240 MHz, ça veut dire qu'on a quand même moins de 10 MHz d'écart, donc ça va pas faire une énorme différence. Pour la mémoire, on retrouve la même quantité de mémoire, à savoir 64 mégas, là aussi en DDR avec un bus de 128 bits. En revanche, au niveau de la fréquence, on est quand même plus élevé pour la GeForce 3 Ti avec 250 MHz qui nous donne 500 mégatransferts par seconde. Le tout pour une bande passante qui est quand même largement en hausse avec 8000 gigabits par seconde. En revanche, regardez au niveau des unités de calcul du GPU, eh bien on perd une unité Vertex Shader. Si on prend en compte le fait qu'on a des fréquences plus élevées du côté de la GeForce 3 Ti 500, même si c'est très peu au niveau du GPU, au niveau de la mémoire, ça doit quand même avoir un effet plus important. Mais par contre, on a une unité Vertex Shader en plus du côté de la Xbox. Pour l'année 2001, je suis vraiment impressionné par le GPU de la Xbox parce qu'on a quand même un GPU très solide. Il faut savoir qu'en 2001, la GeForce 3 Ti 500, c'était quand même le top du top. Donc retrouver ça sur une console qui vient à peine de sortir, c'est vraiment surprenant. Pour le processeur, j'ai eu du mal à trouver des informations qui étaient vraiment fiables, et finalement là où je pense avoir les informations les plus fiables en tout cas, c'est du côté de Wikipédia. Sur Wikipédia, on nous dit que la Xbox avait un processeur 733 MHz mais en version mobile des Pentium 3. Donc toujours sur Wikipédia, du coup j'ai regardé un petit peu la liste des processeurs mobiles que l'on retrouvait en Pentium 3, et on peut voir qu'au niveau des Pentium 3 733 MHz, finalement les seuls qui existent, ils sont sous la microarchitecture Tualatin. J'ai pu voir qu'ils ont fait un petit chapitre dédié au CPU qu'on retrouvait sur la Xbox. Vu qu'en 2001, eh bien c'est la fin des processeurs Pentium 3, je me suis dit qu'on devait être sous la microarchitecture Tualatin, mais finalement j'ai été surpris de voir qu'on était sur la microarchitecture Coppermine. Et c'est surprenant parce que les processeurs Coppermine, ils sont plutôt de la toute fin de la décennie 90 que du début de la décennie 2000. On a donc un processeur qui est cadencé à 733 MHz avec un cache L2 de 128 kilobits pour un FSB de 133 MHz. Et du côté des processeurs mobiles Coppermine en 180 nanomètres, on n'a pas vraiment d'équivalence. La raison est simple, c'est tout simplement qu'au niveau du FSB, vous le voyez, pour les processeurs Coppermine, a priori, il n'y en a aucun en FSB 133. Et au niveau de la mémoire cache, là aussi c'est compliqué de trouver une équivalence, étant donné qu'ils sont tous avec 256 kilobits de mémoire cache. Donc c'est un peu étonnant finalement ce choix de processeur, parce qu'on a un GPU qui est vraiment véloce, mais par contre on a un processeur que je trouve vraiment en retard par rapport à son époque. Si je devais donner une équivalence, étant donné qu'on a malgré tout un très bon FSB avec ce processeur Coppermine, il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, le FSB jouait énormément sur les performances des processeurs, plus que la fréquence finale du processeur. Si vous voulez voir ce que ça donne, j'avais fait une vidéo overclocking de processeur Pentium 3 justement, et j'avais des meilleures performances en ayant une fréquence plus basse mais un FSB plus élevé. En revanche, le cache L2 doit être un petit peu handicapant, donc si on devait faire une équivalence, je pense donc que vraiment c'est ce processeur là le plus proche des performances du processeur de la Xbox.
Je me souviens de la communication de Microsoft au moment de la sortie de la Xbox. On nous vendait tout simplement la Xbox comme étant un PC. Et bien force est de constater qu'on nous a pas du tout menti. Cette console est littéralement faite avec des composants PC. Si je résume, on avait tout simplement un Pentium 3 Coppermine accompagné de 64 mégas de mémoire DDR et en guise de GPU, une GeForce 3 presque équivalente à la GeForce 3 Ti 500. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment impressionné parce que c'était vraiment une configuration solide de cette période-là. Un Pentium 3 tu as latin aurait été plus pertinent, mais je pense qu'ils ont préféré mettre le curseur des dépenses plutôt dans la carte graphique que dans le processeur. Ça pourrait expliquer qu'on ait un Pentium 3 qui soit un petit peu daté par rapport à la période où est sortie la console. En tout cas, cette console, elle est si proche d'un PC que finalement on pourrait presque essayer de la recréer à base de composants PC. D'ailleurs, certains avaient déjà tenté l'expérience. On passe maintenant à la PlayStation 3 qui est sortie donc en 2006 et cette console, je trouve vraiment qu'elle a un combo processeur et RAM très intéressant. Même si je pourrais pas vous donner d'équivalence dans le monde du PC pour ce combo processeur et RAM, je trouve ça hyper intéressant parce que notamment le processeur était très en avance technologiquement parlant. Il s'agit d'un processeur qui a été développé conjointement entre IBM, Toshiba et Sony. Il est composé de différents types de corps avec un corps principal et des corps secondaires. Le corps principal appelé PPE est un corps hyper threadé cadencé à 3,2 GHz. Et ce processeur, il est ensuite équipé de 8 corps qu'on pourrait dire secondaires qui sont appelés des corps SPE. De ce que j'ai compris, certains corps secondaires SPE n'étaient pas exploités lors du jeu vidéo, ils étaient dédiés au fonctionnement en arrière-plan de certaines fonctionnalités de la console. Et quant à ceux qui étaient sollicités pour le jeu vidéo, a priori, ils servaient principalement à calculer la physique dans les jeux. Je suis pas 100% sûr de ça parce que sur ce processeur j'ai pu lire un petit peu tout et n'importe quoi, mais en gros la PS3 gérait très bien la physique grâce à ça. C'est un petit peu comme Physics qui est calculé par les cœurs CUDA sur les cartes graphiques Nvidia, et bien cette fois-ci on a des cœurs qui seraient dédiés pour la physique des jeux. Et d'ailleurs un autre point que je trouve impressionnant, c'est que ce fonctionnement avec cœurs principaux et cœurs secondaires, ça vous rappelle pas quelque chose? Et bien ça me rappelle beaucoup les processeurs Intel depuis quelques temps qui fonctionnent de la même manière. Je me doute que techniquement il y a quand même beaucoup de différence entre ces deux types de processeurs, mais sur le principe quand même ça me rappelle pas mal ça. Et là où je trouve que c'est vraiment impressionnant, c'est que à sa sortie en 2006 finalement, eh bien c'était le tout début des CPU multicœurs pour le grand public. Mais au calme, Sony a sorti une console avec un processeur qui est carrément équipé d'un cœur principal et 8 cœurs secondaires à une époque où nous on avait déjà du mal à se payer un pauvre dual-core. Concernant la RAM, la PS3 embarquerait 256 mégas de mémoire XDR. La XDR RAM, ça doit pas vous dire grand chose, par contre si je vous dis la société qui a développé cette RAM, ça devrait commencer à vous parler. Cette RAM, elle a été développée par Rambus. Et oui, en réalité, eh bien, la RAM de la PS3, c'est tout simplement une évolution de la RDRAM proposée par Rambus que l'on a eu sur le début des processeurs Pentium 4. Encore une fois, sur cette RAM, on n'a pas vraiment d'équivalence, mais en gros, il s'agit de RAM qui avaient des fréquences plus élevées en général, mais pour le prix de latence aussi plus élevé. Malgré tout, cette RAM pouvait être intéressante et je doute pas que dans le cas de la PS3, elle avait clairement son intérêt. Allez, je passe maintenant en voix off pour parler du GPU. On va donc commencer par regarder les caractéristiques du GPU de la PS3 qui a pour nom de code RSX. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions, on va prendre la version de 2006 gravée en 90 nanomètres. Première chose que je remarque, c'est la micro-architecture Curie, ça veut dire qu'on est du côté d'Nvidia. Il y a eu deux générations en micro-architecture Curie, à savoir les GeForce 6000 et les GeForce 7000. On est sur une finesse de gravure en 90 nanomètres, le tout composé de 300 millions de transistors. Pour les unités de calcul, on retrouve 24 unités pixel shader, 8 vertex shader, 24 unités de texturing et 8 unités de rendu. Le tout cadencé à 550 MHz. Pour ce qui est de la mémoire, on a 256 mégas de GDDR3 sur un bus mémoire de 128 bits, le tout cadencé à 650 MHz. Donc déjà, un petit peu comme pour la première Xbox, et bien sur le papier, pour une console sortie en 2006, on a quand même un GPU qui est vraiment costaud. On va donc essayer de lui trouver une équivalence en commençant avec la 6800 Ultra. Je vais pas m'attarder dessus parce que clairement le compte n'y est pas, on n'est pas du tout sur un GPU de GeForce 6000. Même si on est bien sur la micro
microarchitecture Curie, la finesse de gravure est quand même pas du tout la même. Au niveau des transistors, le compte n'y est pas. Au niveau des unités de calcul, c'est pareil, ce n'est pas bon. Et la fréquence du GPU, on est quand même pas mal en deçà. Bref, même pas besoin d'aller voir la mémoire pour comprendre que clairement, le GPU de la 6800 Ultra n'est pas celui de la PS3. Du coup, on va regarder du côté de la première volée de GeForce 7000 avant les refresh avec la 7800 GTX. On est donc toujours sur la microarchitecture Curie. Cette fois-ci, on est gravé en 110 nanomètres, on commence à se rapprocher. 302 millions de transistors, donc 2 millions de plus que la PS3, on est plutôt chaud. 24 unités Pixel Shader, 8 unités Vertex Shader, 24 unités de texturing. Pour l'instant, c'est à l'identique de la PS3. Par contre, pour les unités de rendu, on a le double de ce qu'a la PS3. Le tout cadencé à 430 MHz. Le GPU est donc quand même bien moins cadencé que celui de la PS3. Pour ce qui est de la mémoire, on retrouve la même quantité avec 256 MB. GDDR3 là aussi. En revanche, on a un bus qui est 2 fois plus gros. Et la fréquence 600 MHz, donc 50 MHz de moins que la PS3. Alors cette fois-ci, on chauffe, mais je pense qu'on peut faire mieux. On va aller voir le refresh des GeForce 7000 avec la Nvidia GeForce 7950 GT. De ce côté-là, ça change pas. Curie, 90 nanomètres, 278 millions de transistors. Les unités de calcul, c'est pareil, 8 unités de rendu en plus par rapport à la PS3. La fréquence, on est pas mal, on a exactement la même fréquence que le GPU de la PS3. En revanche, pour la mémoire, bof, on a 512 mégas, donc le double en termes de quantité par rapport à la PS3. On a aussi un bus mémoire qui est doublé et une fréquence plus élevée de 50 MHz qui nous fait 700 MHz et une bande passante du coup beaucoup plus large. Malgré tout, je pense que c'est clairement la 7950 GT qui se rapproche le plus du GPU de la PS3. On tombe pas pile poil, mais on est vraiment pas loin. Donc en gros, le GPU de la PS3, eh bien c'est un mix entre la 7950 GT et la 7900 GT. Alors vraiment, j'étais assez étonné quand j'ai découvert ça parce qu'il me semblait que à l'époque finalement, eh bien le GPU de la PS3 était basé sur la 6800 Ultra. Mais bref, je me rappelle plus du tout d'où c'est venu, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça. Mais en vrai, c'est clairement pas le cas. On est vraiment sur un GPU basé sur la toute fin de la microarchitecture Curie. Et d'ailleurs, j'en profite pour corriger quelque chose de ma vidéo TikTok. Je sais plus d'où ça vient, mais quand j'avais préparé la vidéo, j'avais lu que finalement, eh bien, ce GPU était un RV40. Or, on l'a vu, et bien finalement, c'est pas du tout le cas. Allez, on passe maintenant à la console suivante. Forcément, il en reste plus qu'une. Ce sera la Xbox 360. Donc le GPU de la Xbox 360, on va commencer par regarder les caractéristiques et essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche. Même si je sais déjà qu'on va pas vraiment trouver, on va être très loin de ce que l'on retrouve dans la Xbox. Mais ça coûte rien d'essayer. Donc ce GPU nommé Xenos Xenon, il est sous la microarchitecture Terascal et c'est ça qui m'embête beaucoup. Parce que la Xbox 360, elle est sortie en 2005 sous cette microarchitecture, mais cette fameuse microarchitecture Terascal, on la retrouvera pas avant 2007 dans nos PC. Donc avec autant d'écart, je sais déjà qu'on ne trouvera pas vraiment d'équivalence. Bref, on continue. Ce GPU, il est gravé en 90 nanomètres. Il est composé de 232 millions de transistors. Pour les unités de calcul, on a 240 shading units. En réalité, c'est 240, il s'agit des stream processors. Il faut savoir que la Xbox 360, eh bien, elle avait le tout premier GPU à profiter des stream processors et surtout d'avoir une microarchitecture unifiée. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je vous mets la miniature et si ça vous intéresse, bah, vous pourrez aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Pour ce qui est des unités de texturing, on en retrouve 16 et 8 unités de rendu. Il nous parle de 3 compute units. Je pense que c'est tout simplement que les 240 stream processors sont répartis dans 3 unités de calcul. Et ce GPU, il est cadencé à 500 MHz. Concernant la mémoire, on a 512 MB de GDDR3. Ça fait une sacrée quantité pour l'année 2005, avec un bus mémoire de 128 bits et le tout cadencé à 700 MHz. Finalement, je l'aurais dit pour chacun des GPU, mais là, on a tout simplement un GPU qui est en avance sur son temps. Parce que cette microarchitecture Terascal, eh bien, c'est la toute première des microarchitectures unifiées que l'on aura. Et là où d'habitude les avancées arrivent d'abord sur PC et ensuite sur console, eh bien, cette fois-ci, c'est totalement l'inverse. On a donc la première microarchitecture unifiée avant même l'arrivée de CUDA chez Nvidia. On va donc essayer de trouver un GPU qui correspond à peu près, et je vais commencer par la ATX
série Radeon HD 2900 GT. Je vous l'annonce directement, mais ce GPU R600 qu'on retrouve sur cette carte est bien plus puissant que le GPU de la Xbox. Malgré tout, je vous le présente quand même, vous allez comprendre pourquoi. On retrouve bien la microarchitecture Terrascal, une gravure en 80 nanomètres. On a donc une gravure qui est quand même meilleure que sur la Xbox. Au niveau des transistors, il y en a quand même beaucoup plus, on en a à peu près 3 fois plus. Si je vous ai montré, eh bien ce GPU, c'est surtout pour le nombre d'unités de calcul. On retrouve 240 stream processors, donc exactement comme sur la Xbox. En revanche, on a un petit peu moins d'unités de texturing. Je vous rappelle que la Xbox en avait 16 et là on en a 12. Et pour les unités de rendu, cette fois-ci on en a un petit peu plus avec 12 unités contre 8 pour la Xbox. Et le tout séparé en 3 compute units. Concernant la fréquence, on a 100 MHz de plus avec 601 MHz pour ce GPU. Concernant la mémoire, on retrouve la même quantité en GDDR3, par contre on a un bus mémoire qui est doublé et une fréquence à 800 MHz, donc encore une fois 100 MHz de plus. Même si on a beaucoup de points en commun avec le GPU de la Xbox, eh bien cette carte est beaucoup plus performante. Pour moi, on n'est clairement pas sur la même génération de stream processors, même si on en a le même nombre, je pense qu'ils sont beaucoup plus solides, ce qui explique le nombre de transistors qui est triplé. Donc au niveau de l'organisation des unités de calcul, on a quelque chose qui s'en rapproche, mais en puissance de calcul brut, clairement cette carte fait mieux. Pour ça, on va aller regarder du côté des performances théoriques. On voit que le GPU de la Xbox peut sortir 240 gigaflops, alors que la 2900 en sort 288. Hors caméra, j'ai pas mal cherché au sein des HD 2000, j'ai même regardé du côté des ATI Fire Pro, la gamme Pro d'ATI, et j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui se rapproche plus que ça. De toute manière, je m'en doutais que ça allait être difficile de trouver une équivalence. Vraiment, ce GPU, je trouve que c'est une petite révolution et je dirais même une grosse révolution. Et c'est vraiment pour ça que je vous disais que finalement, explorer un petit peu le hardware des consoles, c'est quand même très intéressant. On est tout simplement face au GPU qui a mis en place la première microarchitecture unifiée. Ce qui a donné donc les stream processors et aussi la réponse d'NVIDIA avec la technologie CUDA. La Xbox 360, c'est presque tout simplement le prototype des microarchitectures unifiées. Concernant le processeur de la Xbox, il est appelé Xenon et il a été développé par IBM. Il s'agit d'un processeur 3 corps hyper threadé, ce qui nous donne donc 6 threads, et là je trouve encore une fois que c'est impressionnant. Cette console, elle est sortie en 2005 et en 2005 c'est tout simplement le tout début des dual-core pour le grand public. Ce processeur, il est gravé en 90 nanomètres et cadencé à 3,2 GHz. Là encore, il n'y a pas du tout d'équivalence, mais le côté triple core finalement, ça me rappelle pas mal les processeurs AMD Phenom. On avait des processeurs à 3 corps. Mais la comparaison, elle se limite uniquement à ça. Concernant la RAM qui va avec ce processeur, j'ai rien trouvé de précis, mais je pense savoir pourquoi. En réalité, je pense que le processeur et la carte graphique se partagent la même mémoire. Un petit peu comme les APU que l'on a de nos jours, par exemple dans les PC portables, où il y a une partie de la RAM qui est allouée pour le chipset graphique et l'autre pour le processeur. Je suppose donc qu'on est dans ce cas-là, ce qui voudrait dire que les 512 mégas, eh bien ils sont séparés, par exemple 256 mégas pour le processeur et 256 mégas pour le GPU. Et vu qu'a priori il s'agit de GDDR3, ça voudrait dire que ce processeur utilise la mémoire GDDR. En tout cas, encore une fois, eh bien, pour cette Xbox sortie en 2005, je trouve que la configuration était vraiment costaud pour l'année 2005. Pour conclure cette vidéo, même si je ne suis pas spécialement passionné par les consoles et leur hardware, eh bien je suis obligé de reconnaître que ce hardware il est quand même super intéressant et innovant. Le processeur Cell de la PS3 et le GPU de la Xbox 360 nous le montrent vraiment bien. Il y avait vraiment des innovations qui sont tout bonnement incroyables sur console. Sur cette génération là de consoles en tout cas, parce que de nos jours j'ai l'impression que c'est plutôt différent. J'ai plutôt l'impression que les consoles suivent les évolutions que l'on a d'abord sur PC. En tout cas, j'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit positif ou négatif, ça me permettra de me fixer pour savoir si je continue la série de vidéos. Si vraiment ça vous plaît, eh bien l'épisode suivant, ça sera sur PS4 et Xbox One. Et si vraiment ça vous a plu, eh bien je pense que l'épisode suivant, il sera sur les PS4 et Xbox One. En revanche, j'appréhende un petit peu d'en venir aux PS5 et Xbox Series parce que sur TikTok, eh bien vraiment dans les commentaires, ça avait pas mal viré à la guéguerre des consoles et j'ai pas vraiment envie que ça finisse comme ça sur YouTube.
Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous retrouverez les liens Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça. Vous trouverez aussi tout ce qui concerne ceux qui soutiennent la chaîne, à savoir le sponsor Godil24, mais aussi le forum overclockingpc.eu qui parle pas mal de la chaîne. Et en plus de ça, il n'y a pas très longtemps, ils ont ouvert une partie dédiée au rétro hardware, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, on arrive à la fin. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.